C'est vrai qu'il n'y a pas du tout en Russie la notion de parité. Il faut autant de femmes que d'hommes. Quand vous regardez les premiers personnages du pouvoir, alors protocolaires, hein, vous en avez qu'une, c'est celle qui dirige le Sénat aujourd'hui, Matvienko, au milieu d'un aéropage de messieurs. Et la Banque centrale? Oui, Nabiulina, oui, la présidente de la Banque centrale, effectivement, est une femme. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Margarita Simonian et de Zakharova, c'est d'aller au-delà justement du personnage public et de regarder qui elles sont. Moi, j'avais fait un portrait des femmes autour de Poutine pour une revue qui malheureusement n'existe plus, la revue pour l'intelligence du monde, qu'avait créée Béchir Benyamed, le patron de Jeune Afrique. Et j'avais consacré justement quelques pages et à l'une et à l'autre. Ah. Voilà, dans les femmes qui comptaient autour de Poutine. Il faut savoir que Zakharov a écrit des poèmes qui sont mis en chanson, Oui. comme d'ailleurs Mishustin, le Premier ministre, comme d'ailleurs Lavrov, qui écrit des poèmes. Si vous voulez, c'est incroyable. Ce sont et ils ne sont pas édités parce qu'ils ont ces fonctions-là. D'ailleurs, personne ne sait que les Mishustin chanteurs écrit s'en emparent, par contre. Les chanteurs s'en emparent, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces personnalités russes. Et là, on va toucher peut-être ce qu'on appelle, avec énormément de guillemets, l'âme russe. C'est-à-dire que ce sont des personnalités, des hommes, des femmes, qui ont vraiment plusieurs dimensions et qui ne sont pas dans l'intellectualisme ou le cartésianisme pur. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à toucher du doigt lorsqu'on regarde tous ces leaders politiques qui ne se considèrent pas comme tels d'ailleurs. Eux, ils sont là. Le patriotisme, et vous le savez bien, est une valeur cardinale pour les Russes. Patrie s'écrit avec une majuscule. Le mot d'État s'écrit avec une minuscule. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce sont des hommes et des femmes au service de quelque chose de bien plus grand qu'eux et qui les dépasse. Ils en ont la conscience. Et ils en ont la conscience. Et Margarita Simonian, elle est d'un courage extraordinaire depuis quelques mois, depuis le mois de décembre. Je ne sais pas si elle l'a évoqué dans votre entretien, mais elle a un mari qui est en mort clinique, avec 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, en bas âge. Et elle, ça lui arrive d'en parler publiquement. Mais enfin, voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais si vous voulez, quand... Et dans ces conditions, elle subit les attaques. Oui. On dit des choses vraiment abjectes sur ce qui pourrait arriver à son mari, etc. Et elle doit faire face à cela en plus. Et avec une très grande dignité. Ouais. Juste pour dire ça d'une manière très lapidaire, je dirais que les Russes, d'une certaine façon, sont du côté de l'être quand les Occidentaux et Américains, les premiers, sont du côté de l'avoir. Un exemple tout simple. Vous connaissez les entretiens que Poutine a accordés à Stone, à Oliver Stone. Oui. Quand Stone, Poutine lui explique ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale pour la Russie. Et Stone dit, mais finalement, donc vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez pour cette victoire, tout ce que vous aviez. Et Poutine répond, nous avons donné jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Vous voyez, il y a l'avoir d'un côté et l'être de l'autre. Et dans ce film des 25 ans de Poutine, un moment, de manière très incidente, Poutine dit nous ne sommes pas mus par des choses matérielles exclusivement. Alors évidemment, vous avez tous ces oligarques bling-bling russes qui démontrent que c'est très humain, avec beaucoup d'ostentation, avec beaucoup de mauvais goût. Ça existe aussi, bien sûr. Mais le fond de l'ADN russe, c'est pas ça. C'est vraiment l'être. Et ces 2 femmes, chacune à leur manière, elles ont l'air de statues, elles ont l'air très fortes, mais elles ont quelque chose très sensible au fond des yeux, une petite flamme qui vient compléter cette vision de la femme russe très forte. Il y a de l'émotion. Voilà. Lara. Maria, pareil, je lui pose la question sur ses poèmes, et d'ailleurs elle tourne tout de suite le sujet, alors que je venais ce matin même d'écouter la chanson qui a été donc adaptée sur son poème, qui s'appelle « Rendez-nous la mémoire ». Et c'est à pleurer, c'est tellement fort. Et c'est une femme, c'est une ministre qui à la fois doit faire face aux problématiques de géopolitique, aux insultes auxquelles elle doit répondre pour dire que la Russie va faire ceci ou en miroir, etc.
alors que tout ce qu'elle souhaitait, elle dit, nous, on est toujours là. On n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et c'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils ne ferment pas la porte au dialogue. C'est parce qu'ils sont très forts et ils savent pourquoi ils se battent. Voilà. Et ces gens-là, en fait, il n'y a pas besoin d'un autoritaire Poutine pour qu'ils soient ce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils sont ce qu'ils sont là où ils sont parce qu'il y a Poutine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Mais par contre, ils doivent... il n'y a pas du tout une ligne conductrice qui les oblige à être ce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut comprendre. On continue peut-être sur, sur les entretiens. Donc, on l'a dit, des députés hauts en couleur sont des personnalités, les Goussieff, les Wasserman. C'est incroyable, ce Wasserman que j'ai interviewé. Alors, je peux raconter comment j'ai vu. Donc, je l'attendais en bas parce que son assistante m'a dit il viendra à pied. Et je me suis dit, bon, tant qu'il trouve, puis composer le code et tout ça d'entrée pour accéder au studio. Et puis, il pleuvait. Donc, j'étais avec mon parapluie. Puis, tout à coup, je vois une espèce de parapluie, enfin, d'imperméable, mais genre kawaii immense avec une capuche bien baissée sur les yeux et puis une médaille qui pend. Donc voilà, un bonhomme immense qui avance. Et je me dis, mais est-ce possible? Parce qu'on m'a dit que c'était un original. Et je vois quelqu'un de très, très original. Donc je m'approche de lui, je lui pose la question et il me dit oui, et puis il enlève la capuche et je reconnais donc le visage. Il entre dans les studios, donc il a l'ordinateur accroché donc par un fil au cou. Il a des espèces de tenues avec des poches multiples où il y a jusqu'à un tournevis. Enfin, il y a des trucs tout à fait improbables. Et cet homme-là, en fait, on appelle ça znataki, des savants. D'un grand jeu télévisé qui en fait balaie la culture générale depuis des années. Il dit toujours à chaque fois, non mais je suis pas scientifique. Oui, et il dit attention, hein, je suis pas scientifique. Mais pourtant c'est un grand voilà, un homme qui a une culture générale hors norme. Et puis voilà, donc il a accordé un entretien à Nicolas, ce qui est très 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 intéressant parce qu'il balaye très très fort les certitudes scientifiques de ses confrères d'Occident. Donc des dames, des députés, des géopolitologues peut-être, quelques mots sur les trois principaux géopolitologues qui vont balayer justement les trois façons de regarder quand on est russe, soit vers l'Europe, l'Occident, soit se penser eurasien, soit aller carrément et clairement vers Shanghai, vers la Chine. Alors, Nicolas, vous avez fait beaucoup sur vos présentations, sur ce que je mérite, etc. Mais n'oublions pas que ces gens-là, c'est vous qui les avez interviewés et que ces gens-là, quand ils accordent l'interview, c'est parce que, d'accord, ils sont d'accord pour vous rencontrer. Mais ils ne s'attendent pas à avoir un retour intellectuel à la hauteur de... Parce que on vit une époque où les Français ne sont pas les plus brillants sur la scène internationale. Les journalistes ne sont pas des journalistes qui lisent un livre avant d'interviewer un auteur. Enfin, je vous passe. Mais quand ils vous retrouvent en phase 2, au bout de 10 minutes, le temps n'est plus le temps. Ils sont dans une espèce d'échange avec vous. Et ça, je peux en témoigner. Moi, j'assurais la traduction. Et j'ai vu comment, au bout de 10-15 minutes, quelque chose se transformait en une conversation avec quelqu'un qui est apte à comprendre et qui est apte à peut-être même répondre à leurs questions. En tout cas, ils ont une dimension intellectuelle assez immense. Donc, vous avez interviewé les trois. Vous avez donc interviewé celui que la France connaît plus ou moins, Alexandre Dugin. Ensuite, celui qu'on ne connaît pas trop, mais c'était un homme aussi de l'ombre, donc Andranik Migranian, qui a justement servi 4 présidents sur la géopolitique, surtout la partie caucasienne. Et ensuite, vous avez interviewé celui qui était à l'origine de la création de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et qui est le papa de Maria Zakharova, qui est diplomate à Pékin, qui a mis tout son savoir pour créer les premières interactions avec la Chine par la Russie. Et donc voilà, vous avez aussi interviewé Vladimir Zakharov,
pour terminer ce trio de géopolitologues qui connaissent la Russie et qui connaissent les sujets sur lesquels ils travaillent. Yeah.